La commission doctorale des domaines Sciences de l'ingénieur et Arts de bâtir et urbanisme de l'Académie universitaire Louvain a constaté le 25 août 2006 que M. Ephrem Mbaki Bouzaïzou, né à Kinshasa le 5 juin 1966, titulaire d'un diplôme de licence en informatique délivré par les facultés universitaires Notre-Dame de la Paix de Namur en l'année académique 97-98, remplissait les conditions d'admission au doctorat en sciences de l'ingénieur. Autorisé à s'y inscrire, il a effectué sous la direction du professeur Jean Van der Kolk, ici présent à votre droite, un travail portant sur a Model-Driven Approach for Designing Multi-Platform User Interface Layouts. Le comité d'accompagnement ayant signifié que les travaux de recherche étaient achevés, le recteur a, sur proposition de la commission doctorale des domaines, constitué en date du 6 septembre 2012 le jury comme suit. Le professeur Jean Van der Kolk, déjà présenté, moi-même, le professeur Manuel Kohl, qui est immédiatement à votre gauche, à la gauche de Jean Van der Kolk, de l'UCL, le professeur François Baudard, des facultés universitaires de la paix, qui est le deuxième en partant de votre gauche, le professeur Christophe Kolski, de l'université Valenciennes, en français évidemment, qui est le troisième qui est au centre, le professeur Marco Winkler, de l'université Paul Sabatier à Toulouse, en France également. Ayant procédé à l'examen préliminaire du projet de dissertation du candidat, le jury l'a déclaré recevable. Le jury se réunit donc aujourd'hui pour la soutenance publique. Tous les membres sont présents. Je vais maintenant céder la parole à Ephrem et au terme de sa présentation, le jury délibérera en votre ordination. Merci beaucoup pour la parole. Nous avons mené des recherches, comme le président l'a dit dans le procès verbal, dans le domaine d'interface homme-machine, qui est une sous-branche de l'informatique qui s'intéresse à tout ce qui est aspect, je dirais, logiciel et matériel pour faciliter l'utilisation de systèmes informatiques, systèmes interactifs informatiques. C'est vraiment un résumé de notre domaine de recherche. Et en interface homme-machine, je m'intéresse plus aux aspects dialogue. C'est pourquoi le thème de la thèse que nous soutenons aujourd'hui est Model-Driven Approach for Designing Multi-Platform User Interface Layouts. Donc pour l'exposé, nous organisons notre exposé en trois points. Donc, premièrement, le contexte. Nous allons situer un peu nos investigations doctorales, comment nous avons mené. Ensuite, nous aborderons le principal sujet de la thèse, avec ces trois piliers, c'est-à-dire d'un côté le modèle conceptuel, la méthodologie et l'outil informatique que nous avons développé pour justifier le choix méthodologique fait. Et puis nous allons terminer par une conclusion en deux points. D'abord, faire un résumé succinct des résultats des contributions et ensuite projeter à moyen terme les travaux futurs. Et donc, sans tarder, nous passons au premier point, c'est-à-dire le contexte. Nous avons des là, c'est vraiment le domaine interface homme-machine, c'est un domaine qui s'intéresse à tout ce qui est aspect logiciel et matériel, et je dirais même ergonomique, pour faciliter l'utilisation des systèmes informatiques. Par exemple, ici, la photo que j'ai prise où il y a des pilotes, vous voyez devant, il y a beaucoup d'interfaces, il y a beaucoup d'éléments. En fait, le travail de l'interacteur, c'est mettre en œuvre de moyens matériels et au niveau même de la présentation pour que l'utilisation, parce que déjà pour nous piloter un avion, ça en soit compliqué, il ne faut pas que le bouton, que les écrans qui apparaissent compliquent encore davantage la tâche. Donc le travail de l'informatique, c'est faciliter, faire en sorte que la vision, la manipulation soit aussi ergonomique que possible pour que le pilotage devienne facile. Et c'est un domaine très très dynamique parce que ça demande beaucoup de compétences et ça va vraiment
donc du point de vue formel jusqu'au point de vue humain. Donc c'est vraiment transversal comme domaine de recherche. Et ici, peut-être insister sur un aspect, c'est que quand on parle de développement de l'interface homme-machine, il y a deux dimensions qu'il faut considérer. Il y a l'aspect présentation, ce que nous voyons, ce qui est statique, les écrans. Par exemple, ici, quand la photo est floue, mais on voit très bien que la personne qui est là, madame qui est là, elle a un écran. Il veut acheter un billet de métro Tokyo. Il a un écran. Ça, c'est la présentation. Et l'autre aspect, c'est l'aspect dynamique. C'est-à-dire, il donne des commandes. Il appuie sur le bouton, il fait son choix, quel ticket il veut. Ça, c'est l'aspect dialogue. C'est l'aspect dynamique de l'interface homme-machine. Ici, quand on parle de la présentation, là aussi, je veux un peu choquer les interacteurs parce que pour nous, quand on parle de la présentation, ce n'est pas toujours visuel. Il y a des présentations abstraites, c'est-à-dire une présentation, mais qui est plutôt théorique. Mais ici, on voit bien, c'est vraiment pour faire cette séparation. On voit la présentation et l'aspect. Donc, c'est le deuxième côté qui nous intéresse, mais on ne peut pas travailler tranquillement côté dynamique sans pour autant regarder aussi l'aspect présentation. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, les ordinateurs deviennent très très puissants. Il suffit de considérer par exemple le jeu que nos jeunes enfants ou les jeunes utilisent aujourd'hui pour jouer. Vous voyez le niveau de réalisme dans l'imagerie, le jeu, par exemple le jeu de guerre, on voit vraiment comme si c'était réel. Les ordinateurs deviennent très compliqués et donc ça complexifie l'aspect dialogue. Et le problème au niveau de la recherche, au niveau de la modélisation, c'est que, étant donné l'évolution des machines et des modes d'interaction, c'est difficile d'avoir des dialogues qui puissent fonctionner même quand on passe d'un environnement à un autre. C'est-à-dire, par exemple, j'ai un modèle qui fonctionne, par exemple, sur un iPad. Si je vais aller sur, je sais pas moi, sur un autre système d'interaction, il faut recommencer tout à zéro. Donc, il y a vraiment besoin de pouvoir avoir des méthodes qui puissent permettre de passer, même quand on change de plateforme ou on change de type d'interaction, que ces modèles persistent et passent aussi. Et aussi, il faut peut-être que nous insistions avant de commencer à deux éléments. Le premier, c'est que la complexité des systèmes informatiques est corrélée avec l'expressivité. Donc, en règle générale, plus un système est complexe, plus ça demande un langage assez riche pour l'exprimer. Et inversement, quand il y a nécessité d'avoir un langage riche, ça sous-entend que le système est complexe. Mais il y a aussi un autre élément capital que nous allons aborder tout au long de notre sujet, c'est le niveau d'abstraction. En règle générale, l'informatique nécessite une bonne aptitude à la modélisation. Modéliser, abstraire, c'est entre guillemets cacher certains détails. C'est-à-dire que si je veux par exemple regarder un chien, je peux dire voilà, c'est un mammifère et je m'arrête là. Mais je peux aller plus loin et dire voilà, c'est un animal avec 4 pattes et ainsi de suite. Donc en fonction de besoins, l'informaticien est appelé régulièrement à abstraire, à se dire voilà, par rapport à mon besoin, je regarde l'objet et je ne veux pas au-delà d'une certaine propriété. Et quand on regarde au niveau général, très général, donc au niveau le plus haut, on parle au niveau conceptuel. C'est-à-dire que je ne veux pas dans le détail, je reste vraiment au niveau général. Et plus on descend, plus on augmente les détails. Donc au niveau le plus bas, c'est le niveau réel, c'est le niveau physique. Et en informatique et particulièrement en génie logiciel, c'est un élément capital pour pouvoir travailler. Donc, en fonction du besoin, on peut s'arrêter à un certain niveau de détail. La motivation par rapport à la thèse aux recherches que nous avons, c'est pouvoir construire, donc contribuer comme les autres
participer à la réelle construction, une proposition des méthodes, des techniques et des outils pour faciliter l'implémentation ou la conception des dialogues interactifs. Et ici, notre objectif principal, c'est proposer une méthodologie orientée modèle pour permettre la construction de dialogues partant de haut niveau, comme nous l'avons expliqué, au niveau général, vers le bas niveau, jusqu'au niveau de la plateforme, au niveau plutôt de plateforme au niveau physique. Et pour qui nous orientons nos recherches, nous visons deux types de populations. D'abord, les chercheurs en interface homme-machine, et aussi les développeurs des applications interactives de logiciels. C'est pourquoi l'énoncé de notre thèse, c'est l'application de l'ingénierie de modèles pour construire une méthodologie de conception de dialogue multiplateforme. Alors maintenant, nous allons aborder le deuxième point, c'est-à-dire les travaux de notre thèse principale. Donc ici, nous disions nous organisons l'exposé en trois parties, donc d'abord la généralité, puis les piliers concernant le concept, la méthodologie, et puis ensuite l'outil que nous avons implémenté pour justifier nos choix techniques. Mais avant tout, peut-être, ce que nous devons situer, donc nous voulons construire une méthodologie de dialogue qui puisse permettre de passer le dialogue de haut niveau vers le bas niveau. Et pour y parvenir, il nous fallait un cadre méthodologique. Donc nous, on regardait au niveau de la littérature, on voyait que le modèle driven, donc l'ingénierie de modèle, proposait déjà un paradigme qui nous permet de faire cela. Donc il ne fallait pas inventer la roue. Mais pour appliquer le MD, nous avons besoin de préciser les niveaux d'abstraction, de préciser les modèles, mais aussi de préciser les transformations qu'il faut appliquer entre les différents modèles. Et le parallélisme ici, au niveau de l'abstraction, là aussi nous avons la richesse au niveau de l'interface homme-machine. Il y a déjà un cadre, comme niveau référence, qui propose le niveau d'abstraction. Donc il y a le niveau abstrait purement théorique, le niveau concret qui intègre les modalités d'interaction, et puis le niveau final. Donc nous nous contentons de ces trois niveaux-là. Le cadre est déjà bien défini, donc nous ne prenons pas les risques d'ajouter les niveaux d'abstraction. Et au niveau de modèle, là c'est aussi un effort que nous avons fait, c'est que nos modèles, donc nous prenons tout le modèle qui parle des objets interactifs, et à ces modèles-là nous ajoutons, entre autres, un langage de dialogue, et pour former nos modèles standards, nous prenons tout le modèle qui traite des objets interactifs, c'est-à-dire modèle d'objets qu'on peut organiser sous forme d'arbre, et à ce modèle-là nous ajoutons entre autres les scripts de langage. Nous formons de boîtes d'objets, et c'est ce qui nous sert de modèle. Et pour être complet et entrer dans l'application de modèles, nous avons besoin de mapping, c'est-à-dire comme opérateur entre les modèles. Et là, nous montrerons que nous appliquons le modèle forward, le mapping forward, c'est-à-dire le descendant latéral, descendant et puis ascendant, reverse. Et donc, au niveau, nous allons répéter cette révision, donc les trois niveaux, abstrait, concret et final, comme au niveau de modèle, donc nous avons pris au niveau abstrait, il y a déjà, au niveau de l'ISI XML et c'est utilisé, il y a les travaux qui ont été menés qui proposent la modélisation abstraite d'objets interactifs. Et c'est ce modèle-là que nous avons intégré dans le système que nous avons mis en place, qui nous a servi
d'éléments d'exemple. Au niveau concret, même si nous n'avons pas implémenté comme tel, mais nous considérons les deux niveaux deux types de dialogue, d'objets interactifs, c'est-à-dire local et au niveau bas, c'est-à-dire au niveau final, nous avons implémenté les systèmes d'objets de VB6. C'est vrai que ce n'est pas un langage de programmation totalement orienté objet, mais pseudo. Tous les outils d'héritage, comment on dit, de propriété au niveau d'objet dans VB6 sont implémentés. Et au niveau l'intégration vers .NET partant de VB6, particulièrement VB.NET, mettre en petite part, là aussi on a supporté, on a utilisé VBA, Visual Basic for Application, c'est-à-dire les produits Microsoft qui est intégré dans tous les produits Microsoft, Excel, Access, Word, et puis HTA, parce qu'on avait besoin de l'aspect sécurité, avoir les interfaces non seulement orientées web, mais pouvoir faire du web, mais comme des applications et donc on a implémenté le système, on l'a testé sur deux environnements, Windows 7 et puis macOS. Alors, le mapping, donc comme nous disions, nous avons pris au niveau abstrait le modèle de Moscou, nous avons modifié les éléments. Et au niveau concret, il y a les deux types d'interfaces, locales et globales. Au niveau bas, c'est ça qu'on vient de dire, HTA, Visual Basic et .NET. Et ici, on voit en vert le mapping descendant, le mapping forward, et des exemples en orange, avec donc le mapping latéral, et puis on continue en bleu ciel, c'est le mapping de donc, en d'autres termes, on peut partir d'un modèle abstrait, appliquer un mapping pour le transformer en un modèle, donc à des dialogues, je dirais, local, et ensuite appliquer le mapping pour passer à un mode graphique et au niveau physique, avoir une application qui fonctionne en Visual Basic. Donc, on parlera de l'exemple, le cas que nous avons traité dans l'exposé. Et ici, la difficulté aussi, c'est que c'est très technique, c'est que on ne peut pas, c'est compliqué de fournir ces systèmes aux chercheurs, tout comme aux développeurs de logiciels, sans pour autant mettre du paquet, faire l'effort de les assister. C'est pourquoi nous avons réalisé toute une série d'outils, entre autres des vidéos, il y a des documents que nous pouvons, c'est pas terminé, mais en tout cas, le cadre est fait pour que on puisse aller dans ce sens-là. C'est la base de données, de connaissances qui pourra enrichir les systèmes tels que définis à l'utilisation. Donc, l'environnement complet que nous visons serait d'un côté le modèle avec le mapping, tous les composants, et en bas, pour pouvoir accompagner les utilisateurs à prendre des décisions à utiliser les systèmes. La méthodologie, donc nous le résumons via ces diagrammes de flux, c'est que ici, il n'y a aucune imposition. Théoriquement, ce qu'on devait faire, c'est partir du niveau le plus haut, le niveau, comme on disait, plus général, conceptuel, passer au niveau concret et ensuite au niveau final pour fournir l'interface. Mais ici, avec la méthodologie que nous proposons, il n'y a aucune limitation. On peut partir à partir de n'importe quel niveau et à partir de n'importe quel modèle qu'on veut. C'est pourquoi, pour travailler, il faut d'abord fixer le niveau d'abstraction, fixer les modèles et éditer le projet avec l'outil que nous avons, on parlera de ça après. Donc, à la fin, on a le projet interactif. Et une fois le projet interactif réalisé, implémenté, on se pose la question, est-ce que je veux les transformer? Est-ce que je suis au bon niveau, au bon modèle?
niveau, dans cette ligne-là, à gauche, c'est-à-dire le mapping qu'on veut, passer de quel modèle à quel niveau vers quel autre niveau. On applique les mappings et puis on retourne, on a un autre projet dans un autre niveau, au niveau de notre modèle. Donc on repose la question, si oui on veut par à gauche, sinon on se pose la question si on veut générer du code. Si oui, on choisit la plate, le niveau physique, l'environnement physique qu'on veut utiliser, appliquer et puis générer du code pour avoir un exécutable. Soit on continue la transformation à gauche, ou de l'autre côté, on applique la génération du code. Et cette partie, nous reviendrons sur ça, c'est la partie qui a été, par rapport au contact que nous avons eu, c'est la partie qui intéresse plus les développeurs de logiciels. Donc à gauche, c'est la partie qui intéresse plus les chercheurs, alors qu'à droite, c'est la partie qui attire plus les développeurs, le programmeur. Alors le modèle conceptuel, ici nous avons fait une vision des packages pour ne pas embrouiller tout de suite le modèle conceptuel. Donc en gros, nous avons besoin de 4 packages en vert, c'est-à-dire l'interface, la gestion de l'interface, de la présentation, donc l'aspect, la dimension présentation, et ensuite l'aspect dynamique du comportement. Mais pour les deux, nous avons besoin de mapping pour pouvoir, excusez-moi, nous avons besoin du mapping pour pouvoir transformer le projet que nous obtenons vers un autre modèle. Et pour le transformer, nous avons besoin de cette relation qui se transforme en objet lui-même, c'est qu'on a besoin de savoir d'où nous venons et où nous allons par rapport au modèle. La même chose au niveau du niveau d'abstraction, d'où nous venons et d'où nous allons. Et après l'application de transformation, on a un exécutable qui tourne sur une plateforme. Donc on peut décrire chaque package. Par exemple, si on prend le package d'interface, on voit qu'un objet, un projet c'est une intégration des interfaces. Et une interface, c'est quoi? C'est composé des objets interactifs. Un objet interactif, le simple, ou composé, c'est une composition de complexe. Donc, je disais, un objet interactif est soit simple, soit complexe. Un objet interactif complexe, c'est une composition de plusieurs objets interactifs simples. Et visiblement, les objets interactifs, par rapport à ce que nous proposions, dépendent de l'objet, du toolkit et des niveaux d'abstraction que nous utilisons. Et donc, on peut aller au comportement, faire la description de tous ces modèles, tous les packages que nous avons. En fait, le modèle que nous proposons global, c'est celui-là, que nous avons découpé en package et expliqué. Chacun des packages. Ça, c'est le modèle conceptuel. Si je prends par exemple je peux prendre par exemple le mapping qui est là. Un mapping, c'est quoi? Il est défini par son nom, par le toolkit source, donc le point de départ, le toolkit target, le point d'arrivée, cardinalité, parce que quand on monte au niveau d'abstraction, l'objet devient général, c'est-à-dire qu'on peut avoir deux objets à niveau x plus 1, et quand on monte à un niveau x, ça devient un seul objet parce qu'on fait une généralisation. Alors la cardinalité, nous l'avons intégrée dans les systèmes, c'est juste pour dire jusqu'à quel niveau d'intégration un objet maximum on peut y aller. Et puis dans certains points de vue, il y a aussi les ratios qui est utilisé en cas de la présentation physique, parce que selon le langage de programmation, les pixels n'ont pas toujours la même valeur. Donc on a donc ça c'est le modèle, tous les objets sont décrits dans la littérature, dans les rapports de notre thèse. Alors le troisième pilier, nous avons dit, c'est la théorie est là, mais il fallait montrer la faisabilité de cette théorie. Quand nous avons implémenté un outil que nous avons appelé Dialog Editor, qui, en d'autres termes, implémente
de différents concepts théoriques que nous présentons. Et cet outil, comme vous pouvez l'imaginer, a respecté les 4 packages que nous avons parlé, que nous avons présentés. Donc il y a la gestion du projet, le chargement d'un projet existant, la création d'un projet, la sauvegarde pour le réutiliser. Il y a un module de transformation qui permet de gérer le mapping, un module de script pour la gestion de tout ce qui est script de dialogue, et puis la génération du code. C'est l'architecture logicielle de notre système. Là, par exemple, il faut peut-être insister sur le fait qu'aujourd'hui, nous voulions être totalement indépendants des systèmes de gestion de bases de données. Et en plus, un deuxième objectif, nous voulions que nos résultats, même si on travaillait dans le cadre de XML, même si on n'était pas fonctionnellement dedans, mais l'idée c'est que tout ce qui a été développé puisse s'intégrer facilement dans l'environnement XML. Donc ici, nous ne dépendons pas d'un système de gestion de données. Tout ce que nous avons fait à l'interne ou à l'externe, dans la sauvegarde de données, c'est fait avec XML de base. Donc XML, donc que demain, on imagine que l'intégration dans les XML va aller plus facilement. Et donc, comme nous avons la théorie, nous avons implémenté le logiciel, il restait aussi d'appliquer ce logiciel pour voir comment il peut être opérationnel, peut être profitable dans le cas concret de développement. Donc on a commencé par, suivant le conseil de notre promoteur, on a commencé par un petit exemple que tout le monde peut imaginer, c'est la connexion à un système interactif, c'est-à-dire où vous avez besoin d'un login et d'un mot de passe. On a pris cet exemple simple pour voir comment on peut partir du début jusqu'à la fin, jusqu'à la génération du code. C'est ce que nous avons fait. Et l'écran que je montre là, donc à gauche, nous avons les objets interactifs qui interviennent dans l'exemple. Et donc, ici, nous avons les objets interactifs, l'arbre. Et puis, ici, nous avons, donc là, par exemple, on est en train d'éditer le dialogue de l'objet qui est la commande A. Donc, on voit ici, commande A, c'est pour quitter. Et automatiquement, le système génère du code dans le langage du script qui va être traité pour générer du code en Visual Basic, en .NET, en HTA. Nous avons fait les tests en HTA, en Visual Basic. Et donc, on s'est vraiment amusé pour tester tout le concept théorique que nous avons développé. Mais après, nous avons pris une application plus complexe, CTI application. C'est que CTI, c'est une entreprise privée qui est dans le siège à Liège et qui est spécialisée en tout ce qui est, comment dirais-je, le transfert de fonds, transfert d'argent et de courrier de la Belgique vers le Congo principalement. Mais il travaille aussi en partenariat avec, par exemple, DHL, d'autres organismes pour des pays où il n'y a pas de bureau. Et ici, nous avons eu la chance de contact avec le responsable qui a accepté que nous puissions implémenter, avoir de l'information, comprendre comment fonctionne le système et tester même, aller plus loin, tester l'outil par rapport à leur utilisation journalière. Donc là, par exemple, on voit qu'il y a la gestion de l'ordre. Un ordre peut être financier ou transfert de fonds, l'émetteur, celui qui envoie l'argent, le bénéficiaire, celui qui. Et puis, quand le courrier ou l'argent arrive, le logiciel prévoit la gestion de la livraison. Qui a reçu l'argent? Est-ce qu'il a le droit? Est-ce qu'il répond à la question? Parce que dans certains pays, il n'y a pas toujours d'identité. Il faut que la personne qui envoie l'argent met un mot de passe ou une question qu'on va poser à la personne qui reçoit, ainsi de suite, et puis à la gestion des différents. Donc ici, en développant cette application, nous avons
Bon, nous avons remarqué une chose, c'est que nous avons quand même assez d'expérience en termes de développement d'information. Et en temps normal, par rapport à l'utilisation des dialogues digitaux, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait, nous avons fait des transformations, on nous a perdu plus ou moins 16% du temps. Simplement parce qu'il fallait, au lieu d'encoder directement, il fallait figer, mettre des objets dans des canevas, respecter la structuration. Par contre, en termes de nombre de lignes, là, on a gagné. Dans le rapport où nous parlons, il y a à peu près 30% du nombre de lignes, parce que tout le code inutile de l'informaticien, les variables que l'on déclare des fois pour faire des raccourcis, pour comprendre tout ça au niveau de la génération, les lignes inutiles disparaissent. Donc on a quand même plus ou moins, c'est une extrapolation de plus ou moins 30% de temps. Et il y a un élément qu'on n'a peut-être pas mentionné dans le rapport, c'est qu'en termes de gestion d'erreurs, c'est aussi apprécié par le développeur, c'est qu'avec la génération de code, une fois que c'est bon, ça sera toujours bon. Les risques d'erreur est minimisé, alors qu'en écrivant, on peut facilement se tromper. Alors ici, nous avons eu l'occasion de proposer l'outil, d'avoir des feedbacks de potentiels utilisateurs. Et pour l'évaluation de l'outil, on a utilisé un plan à 3 niveaux. D'abord les interviews, de manière tout à fait générale, nous avons posé des questions tout à fait générales à différentes personnes, donc le rapport de la population est mis dans le rapport de thèse. En deuxième phase, nous avons organisé, toujours avec une méthodologie qualitative, mais nous avons pris le computer satisfaction usability questionnaire sur le ski de l'IBM. La théorie montre que ces questionnaires, même si c'est qualitatif, il est fiable à plus ou moins 80% par rapport à l'étude donc la qualité, l'utilisabilité et même de l'utilité des interfaces. Donc nous avons appliqué cette deuxième méthode en deuxième phase et en fonction de remarques ou de feedback que nous avons eu au niveau des interviews, au niveau de ces structures, nous avons rempli l'ISO C9126 où il y a 6 critères qui permettent d'évaluer une interface comme machine. Et donc ici, nous rappelons simplement par rapport à ce questionnaire, parce qu'il est souvent utilisé. Donc c'est un questionnaire où on donne en intervenant, donc au répondant, la possibilité de répondre 1 à 7, donc de donner une réponse allant de 1 jusqu'à 7. 1 si la property ne lui convient pas, mauvaise, et 7 s'il répond entièrement. Déjà, il y a plusieurs questions. Une première question concerne l'utilité, parce qu'une interface doit être jugée à 2 aspects. L'utilité, est-ce que les fonctions que j'ai besoin sont là? Et l'utilisabilité, c'est-à-dire, est-ce qu'elle est utilisable, est-ce qu'elle est maniable? C'est la présentation. Et donc ici, la première question, c'est pour l'utilité. Les questions de 9 à 15 concernent la qualité de l'information qui est sur l'interface. La question 16, 17, 18 concerne l'interface, même la qualité de l'interface. Et puis, la dernière, c'est pour répondre globalement. Répondant, on n'a pas mis tous les transparents concernant la population que nous avons interrogée, mais en gros, nous pouvons dire que l'essentiel des personnes qui ont répondu, c'était les universitaires, et le niveau d'âge variait un peu en moyenne dans les 35 ans. Et ici, on voit qu'à gauche, à droite plutôt, c'est saccagé, parce que l'outil est un peu assez sophistiqué. Au départ, ce n'était pas notre objectif de produire donc de développer un outil de production. C'était plutôt un outil d'étude. Donc du coup, il y a des répondants qui ont exigé qu'il y avait des questions qui
qui étaient non applicables. Donc, mais sinon, s'il fallait répondre à toutes les questions, on ne devait pas avoir le creux à droite. Et ici, on peut remarquer qu'effectivement, la question, excusez-moi, donc on peut remarquer qu'il y a la question, première question, c'est notre meilleur score, parce que là, on voit bien que les verts acceptés, fortement acceptés, répond bien. Par contre, la question 7, elle est mauvaise. Et heureusement, on ne s'est pas limité à voir les questionnaires à distance. On a eu le privilège de rencontrer. Et l'interprétation que nous donnons à ces mauvais résultats, il y a deux choses. Parce que la majorité, comme je disais, des développeurs étaient plus intéressés par l'aspect génération du code. Quand on parlait, par exemple, des passages d'un modèle, d'un niveau d'abstraction à un autre, quelqu'un qui a passé 20 ans, 15 ans au niveau de la programmation, ça n'entrait pas. Les aspects théoriques, des fois, n'entraient pas. Mais en global, surtout comme je disais au début, la génération du code, c'est la partie qui était plus intéressante pour le programme. Et donc ici, on peut voir le tableau, les 4 paramètres que nous avons définis au niveau du CSP. C'est qu'en gros, on voit qu'on n'est pas en dessous de 60%, même si l'objet n'était pas vraiment ça. Il y a moyen d'améliorer, mais le plus mauvais score que nous avons eu, c'est ici, c'est la qualité de l'interface. Donc comme on disait, l'objectif n'était pas au départ produire un outil, de faire un outil de production. Donc il y a des choses à modifier, mais on voit bien que au niveau, même si on a 2,84 ici, il y a quand même quelqu'un qui a approuvé à 5,42. Et donc ici, au niveau global, ça c'est très intéressant, c'est que la moyenne de 3,35 sur 7, c'est vrai, mais on voit bien qu'on passe de 5,67 à 4,66. Alors pour conclure, nous allons aborder 2 points, contribution et les travaux futurs. Pour ce qui est de contribution, nous voyons que théoriquement, nous avons présenté un modèle conceptuel et même un effort, nous ne l'avons peut-être pas mis dans le rapport, mais j'espère que les travaux ne se terminent pas avec mon promoteur. On verra dans quelle mesure on peut présenter, on aura l'occasion de présenter ces packages vus, parce que nous avons donné le modèle global, nous avons défini chaque objet et l'intégration, mais il y a les packages qui ont été présentés, les 4 paquets, présentation, comportement, transformation et génération de code. Au niveau de la méthodologie, il y a l'algorithme générique qui est proposé. Et ici, nous devons insister sur le fait que dans le rapport, il y a les transformations sont faites en respectant 2 propriétés nécessaires, c'est-à-dire la consistance et la complétude. La consistance, c'est qu'en termes d'expressivité, si je sais faire quelque chose avant la transformation, je dois être capable de le faire après la transformation. La même chose au niveau de la complétude, c'est que si avant la transformation, mon projet ou ma tâche est complète, il ne faut pas que la transformation fasse que ça devienne incomplète. Et puis il y a le mapping descendant, ascendant et littoral. Au niveau de l'implémentation, nous avons développé un outil dans le tutor qui fonctionne sur 2 systèmes d'exploitation, Windows et puis les 3 environnements, VB6, VBA et empiriquement, nous pouvons dire que c'est un enrichissement pour nous de pouvoir rencontrer les potentiels, les utilisateurs potentiels et avoir leur feedback via des interviews en tête de satisfaction. Et nous avons profité de leur feedback pour remplir, garnir les critères concernant les autres que nous avons choisis. Maintenant, pour le futur, les travaux futurs, nous disions que le dialogue éditeur n'est pas complet. Donc, il y a des aspects que nous n'avons pas développés. La qualité de l'information, par exemple,
il y a aussi un élément quand même assez fondamental qui a fait que nous puissions laisser de points en termes de la qualité de l'information, c'est le positionnement d'objets. Par exemple, ici aujourd'hui, c'est qu'il faut fixer de valeurs, donner les valeurs. Je veux que tel objet soit à tel point, à tel endroit de l'écran. Alors qu'il faut implémenter un drag and drop, ce sera plus facile pour l'utilisateur. Il y a la structuration de données. Aujourd'hui, nous avons tout fait au niveau mémoire, donc tout est au niveau mémoire. Plus l'application deviendra complexe, moins on va déborder. Mieux vaut ne pas travailler au niveau de la mémoire, mais plutôt mettre les informations à un endroit externe pour qu'on puisse charger seulement ce qu'on a besoin. Donc c'est vrai que c'est un mode XML, mais changer la façon de gérer les données pour ne pas surcharger la mémoire en cas d'application complexe. Et puis il y a la base de données de connaissances, c'est qu'il faut aller encore plus loin, prendre de bonnes pratiques, garnir cette base de données pour permettre une utilisation facile du système. Et puis il y a l'intégration dans l'environnement USXML, ça, comme je disais, avec travaux futurs commentaires, pourquoi pas aller chercher un grand modèle pour pouvoir intégrer les résultats obtenus dans l'environnement USXML. Alors, merci beaucoup pour votre attention et je remets la parole au président. Merci. Nous allons maintenant, avant la délibération, séance de questions-réponses et une discussion. Donc, dans un premier temps, je vais céder la parole au professeur Winkler. Merci pour cette présentation qui est très claire par rapport aux travaux qui ont été développés pour cette thèse. J'aimerais avoir plus de précisions sur la portée de la méthode que vous proposez. C'est-à-dire dans quelle mesure elle est applicable au développement de tout système interactif. Parce que, en fait, comme vous avez expliqué au départ, il y a une large quantité de systèmes interactifs qui sont très différents. Voilà. Quelle est la portée? Est-ce qu'on peut tout faire? Par rapport à notre expérience ici, je crois que s'il faut fournir des informations aux utilisateurs, dans un premier temps, je viserai les applications de gestion, les applications interactives de gestion, les applications graphiques. Parce que les cas que nous avons traités, que ce soit au niveau de la connexion ou au niveau du CTI, l'application CTI, c'est plus ces applications interactives de gestion. En tout cas, dans un premier temps, on peut déjà fournir assez d'éléments pour ce type d'application. Quitte à ce qu'au fur et à mesure, on tende vers d'autres types d'applications. Un des avantages qui a été présenté par rapport à cette approche, c'est justement la génération d'applications multiplateformes. Donc, typiquement, à l'heure actuelle, on voit un déploiement d'applications qui avant se faisait par des systèmes avec des plateformes, des bureautiques, on va dire, des standards, et qui se déploient maintenant sur le web ou sur des applications mobiles. Comment vous voyez votre méthode de gestion dans des contextes pareils? Effectivement, avec, par exemple, le modèle, si on prend le modèle Toolkit tel que, non, Mosquito plutôt tel qu'il est proposé, travaille au niveau abstrait. Nous avons montré, c'est que si j'ai une application interactive de gestion fonctionnelle, par exemple sur Windows, le fait de passer au niveau HTA, exemple, par exemple, si on n'a pas fait pour CTI, mais on l'a fait pour l'exemple le plus simple, c'est-à-dire qu'il y a des mappings pour passer directement en environnement web. Là, le coût à payer est faible parce qu'avec le modèle, nous avons le modèle web, en tout cas les objets web. Bien évidemment, si on veut l'interactivité, il y a le langage de script qu'il faut écrire, préciser clairement et montrer les interactions entre le langage de script générique que nous allons implémenter et le langage de script du web. Ça, il reste encore des éléments à préciser. Mais par contre, pour tout ce qui est modèle d'objet web et modèle d'objet graphique, là, il n'y a
pas de souci, les modèles existent et les mappings permettent de les faire à moindre coût. C'est vrai que ce qui nous manque aujourd'hui, qu'il faut compléter, c'est des langages génériques qui permettraient de partir de n'importe quel modèle et passer à un modèle web ou à un autre environnement. Mais par contre, l'exemple que nous avons traité aujourd'hui, il est certes petit, mais c'est révélateur du coût à payer pour passer d'un environnement à un autre. C'est vraiment l'effort à fournir pour être précis. C'est au niveau de mapping. Le langage, les scripts, pas le modèle d'objet. Le modèle d'objet au niveau de la présentation, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas rencontré de difficulté. Donc si j'ai un objet interactif abstrait, je veux le mettre en web ou en graphique, ça va quasi tout seul parce que je ne dirai rien. Mais c'est au niveau des propriétés de l'objet où le langage d'échange intervient, c'est là où il y a encore des choses à fixer au niveau du langage générique, avec les connexions avec le langage. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, je comprends bien la réponse par rapport aux objets. Ma question, voilà, je reste encore sur ma fin sur les niveaux conceptuels, c'est-à-dire qu'au niveau plus abstrait de l'approche que vous avez proposée, le langage abstrait, est-ce que vous croyez qu'il y a tout ce qu'il faut, est-ce qu'il manque quelque chose, ou est-ce que à partir du modèle existant abstrait, on peut effectivement produire des applications qui sont multiplateformes? Je reste persuadé effectivement que les éléments sont là, peut-être une optimiste exagérée, mais je pense qu'au niveau de modèle, comme je disais, il y a ce qu'il faut, notre modèle d'objet, ce qu'il faut. Par contre, ce qui manque, et là je vous rejoins effectivement, il y a le langage générique, parce que l'idée au fait c'est quoi? C'est pouvoir, quel que soit le niveau où on se trouve, pouvoir spécifier les dialogues. En fait, nous faisons une distinction entre concevoir et spécifier. Ici, nous spécifions. C'est pourquoi d'ailleurs on arrive facilement à switcher, à monter ou à descendre. Donc, avec un langage de script riche, nous pouvons spécifier une interface, que ce soit au niveau abstrait, concret ou physique, quitte à ce qu'on puisse traduire cette spécification à n'importe quelle plateforme. On l'a fait, des exemples simples, j'accorde, mais les concepts sont là. À mon sens, l'effort qui reste à fixer, c'est vraiment déterminer, éventuellement avec l'usine CML, les langages du script. Peut-être même au lieu de réinventer la roue, je verrai avec les promoteurs, selon les possibilités, les langages à définir. C'est ces langages-là qui vont me permettre de faire pas de choses. D'accord. La question que je pose, c'est pas forcément... c'est une question très générique que je pourrais poser à n'importe quelle approche qui travaille avec un abordage basé sur la transformation des modèles, mais dans la méthode que vous proposez particulièrement, comment vous envisagez le fait que éventuellement le code qui est généré, il n'est pas complètement satisfaisant pour un développeur? Ça, ce sont des choses qui arrivent régulièrement, c'est-à-dire qu'on a sous-spécifié, on a sur-spécifié l'application, et du coup, les produits qui est généré, le code qui est généré, il manque, soit parce qu'il manque l'information, soit parce qu'il y a des choses qui sont venues après. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Les développeurs, il va rajouter directement des lignes de code qui manquent, ou il va devoir tout casser et faire toute sa spécification, auquel cas il y aura un problème de traçabilité entre la version précédente et la version modifiée suite à ces nouveaux besoins. Comment vous réglez cette proposition? Merci beaucoup pour la question. Je retourne sur l'exemple. Donc ici, c'est vrai que, comme vous dites, c'est un problème de tout système de génération du code. En fonction de la spécification, une fois que le code est généré, c'est un problème de maintenance. On peut ne pas être, comme vous dites, il y a des éléments
qui ne peuvent pas être spécifiés au niveau de l'outil, on génère du code. Mais si on doit ajouter à la génération, la partie ajoutée est perdue, je conviens. Donc c'est un problème que je connais et que je n'ai pas abordé. C'est-à-dire simplement ici nous avons un problème de traçabilité. Donc à tout moment, on a montré dans l'outil, on a la traçabilité. Donc ici, en fonction de ce qui est spécifié, le code voilà. Donc ici, le code qui est généré, une fois que l'utilisateur peut ajouter, donc par exemple ici, on clique, je sais que appliquer l'application, que ce soit en VB, en Java, n'importe quel langage, il suffit de traduire, quitter l'application en Java ou Mais si l'utilisateur veut par exemple mettre, comme vous dites, avant de quitter, mettre un message, voulez-vous vraiment quitter ou ajouter à la main, au moment où il doit générer, le système garde l'information. En tout cas, l'historique est là. Parce que quand je change de niveau, je garde l'information. Mais pour la génération, comment dirais-je, pour la génération du code au niveau du mapping, quand on change d'environnement, effectivement c'est là où je reviens, cette partie-là, normalement, doit être prise en charge, mais aujourd'hui, je dois aborder, il n'y a pas encore, on n'a pas prévu des mécanismes de récupération du code non spécifié pour les utiliser. C'est vrai que ce n'est pas prévu. Donc, pour l'instant, s'il faut mapper, il n'y a que les éléments spécifiés au niveau dessus, éventuellement les scripts activés là, mais il faut peut-être envisager des mécanismes. C'est vrai, comme vous le dites, c'est un problème tout à fait général à tout système de génération du code. Nous l'avons pas traité. Merci. Le professeur Christophe Kolski de l'Université de Valenciennes. Moi, je vais commencer par des félicitations pour la présentation que j'ai trouvée claire. Elle était vraiment synthétique et aussi pédagogique. Ça m'a bien plu. Alors, j'apprécie beaucoup le travail qui a été réalisé sur ce thème qui est vraiment très d'actualité. Et je peux dire quelques mots sur le manuscrit. On peut y revenir, le fait qu'il y ait eu cet état de l'art très complet sur les approches de modélisation avec une approche, une synthèse une synthèse critique qui était vraiment très intéressante. Et puis le fait, comme ça a été montré, qu'il y ait une contribution selon trois facettes, aussi bien des aspects de méthode, des aspects de modèle, et puis d'outils pour supporter la démarche qui a été proposée. Le fait d'avoir illustré aussi ce travail en partant d'abord d'exemples simples pour aller vers une vraie application industrielle, et puis le fait d'avoir effectué des évaluations selon différentes facettes, aussi bien centré utilisateur que relativement à la norme ISO, donc travail très complet. Alors moi, ma première question c'était la même que celle de Marco, et c'est vrai qu'avec les exemples qui ont été donnés, aussi bien dans la présentation que dans le manuscrit, on démarre selon différents domaines d'application, et puis je trouve ça bien de démarrer de cette manière pour montrer la diversité des domaines dans lesquels potentiellement l'approche s'applique. Donc, ça me faisait penser à d'autres types d'applications. Bon, là, on était très orienté sur les applications WIMP. Là, on peut se demander, par rapport au post-WIMP, avec ces nouvelles surfaces d'interaction, par exemple, est-ce que
la démarche est directement exploitable, ou bien est-ce qu'il y a des adaptations qui pourraient être faites relativement à l'utilisation de nouveaux supports et même peut-être à l'utilisation d'objets tangibles. Ça n'a pas du tout été traité dans le cadre de cette thèse, mais donc j'en suis une petite discussion à ce sujet. Est-ce que comment ça pourrait se passer maintenant par rapport à des objets aussi tangibles, pas seulement des objets virtuels? Merci beaucoup pour la question. En termes d'extension, je vois que plus le modèle, comme je le disais, le système fonctionne. Au départ, il faut qu'il y ait des modèles, c'est-à-dire des modèles d'objets interactifs. Par exemple, si on prend les objets tangibles, il existe des modèles de modélisation d'objets, modélisation de ce type d'interface, vous pouvez les intégrer. Et en deuxième phase, imaginer ou réaliser des mappings de ce type d'interface vers les objets que nous connaissons. C'est vraiment les deux phases. L'exercice se situe à ces deux niveaux-là. Une fois que l'hypothèse de base, intégrer un modèle existant, c'est que ce modèle soit organisé sous forme d'arbre d'objets. Si on a un modèle, quelque type que ce soit d'objets interactifs, organisé sous forme d'arbre d'objets, nous pouvons l'intégrer dans le système. Tout est fait, en tout cas au niveau de la log editor. La deuxième phase qui semble, dans un premier temps, qui n'est pas toujours évident, c'est l'implémentation de tout ce qui est mapping. Mapping vert. Si on est au niveau, par exemple, si le modèle est au niveau concret, c'est-à-dire au niveau plutôt final, là, il n'y a pas de difficulté parce qu'il suffirait d'intégrer dans le système et ainsi que générer le code, comment générer le système du code pour ce type de langage, le dialogue générique vers un langage précis qui supporte ce type d'interface. Donc pour me résumer, l'effort est à faire à deux niveaux. D'abord, trouver un modèle. Si ça existe, nous pouvons l'intégrer déjà maintenant. Deuxièmement, c'est savoir définir le mapping. Et en troisième phase, c'est la génération du code. Parce que le problème de la génération du code, c'est il faut que le moteur de génération puisse supporter du langage numérique vers le langage cible. Et au jour d'aujourd'hui, on n'a pas ce système intégré par exemple pour le type d'objet. Merci. Je vais poser une autre question. Justement, on a parlé de modèles. Il y a un modèle vraiment très important qui a été montré dans un des transparents, le modèle conceptuel. Donc, on va le voir, oui, c'est celui-là. Donc, voilà, c'est le modèle. Il est disponible dans le mémoire, donc chacun peut en prendre connaissance. Et en fait, ce modèle est très complet. Et puis, je pense qu'il a fallu une très grande réflexion pour y arriver. Donc, là, on a le résultat, mais dans la réalité, quelle a été la quantité de travail pour arriver progressivement à celui-ci? Combien y a-t-il eu de versions? Voilà, qu'est-ce qui s'est passé entre les premières idées et puis ensuite pour arriver aujourd'hui à ce modèle qui est si complet? Je dois avouer que ça n'a pas été facile. Au début, notre démarche, c'était au départ, c'était plutôt implémenter les dialogues via des outils, comment on dit, des outils abstraits, des outils mathématiques, les automates, les réseaux de Petri, l'interprétation abstraite éventuellement. Et nous avons produit un système avec, qui était la première approche que nous avons appelée notation graphique pour spécifier les dialogues. Et c'est là où on s'est rendu compte avec le promoteur qu'on n'y était pas encore, parce que
ça présentait beaucoup de lacunes en termes de gestion de l'expressivité, la gestion de complexité, et en plus ça ne supportait qu'un seul type de dialogue, c'est-à-dire du dialogue intertâche. Et c'est là où la réflexion a été menée pour voir comment étendre ce que nous avons obtenu pour un système plus grand. Et c'est là où l'idée était proposée de travailler avec la logique modèle, alors qu'avant c'était plus orienté objet. Ici, avec le modèle, on pouvait faire beaucoup de choses, mais il fallait trouver les paradigmes, il fallait trouver le transfert de tous les composants de la modélisation. Et donc, les 4 packages que nous avons proposés, même si au départ on ne peut pas présenter dans les rapports, mais c'était ça, en fait, les 4 packages nous ont guidés petit à petit. Quels sont les objets interactifs? Et il y a aussi la littérature, il faut être sincère, la littérature qui nous a beaucoup aidés. En fonction de ça, voir ce qui existe, c'était toujours la question du promoteur. Par rapport à voilà, ce qui existe, que penses-tu? Qu'est-ce que tu peux ajouter pour arriver? Et au fur et à mesure, on construisait ces modèles conceptuels. Ce modèle évoluera certainement dans le cadre d'autres recherches, d'autres thèses. Certainement. Alors, je peux poser une autre petite question sur l'aspect évaluation. L'évaluation, c'est un domaine qui est gigantesque. Donc là, il y a différentes approches qui ont été utilisées. Est-ce qu'il y a eu des interrogations sur d'autres approches éventuelles? Est-ce qu'il y a d'autres facettes qu'il aurait été intéressant d'évaluer, ou bien qu'il serait intéressant à l'avenir d'évaluer par rapport à ce qui a été réalisé pour l'instant? Merci beaucoup pour la question. Ici, nous avons plus utilisé la méthode qualitative. C'est vrai que la question peut être posée pour l'utilisation de méthodes quantitatives, mais il faut un bon échantillon déjà, il faut couvrir quand même pas mal de cas et avoir un bon échantillonnage pour pouvoir appliquer des méthodes statistiques ou d'autres méthodes d'évaluation quantitative. C'est vrai que déjà par rapport à ce qui existe, pouvoir trouver des répondants, ça n'a pas été facile. Et puis dans le cadre d'une thèse qui est relativement limitée dans le temps. Mais c'est vrai qu'une fois que le produit évoluerait, on peut se poser des questions, d'avoir d'autres interrogations telles que les méthodes quantitatives qui existent aujourd'hui, des méthodes mathématiques ou des méthodes statistiques pour pouvoir y arriver. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas vraiment poser la question. Mais après l'utilisation, plus l'outil sera utilisé, plus il y aura de cas d'études, on aurait un bon échantillon représentatif pour aller vers des méthodes statistiques. Mais à l'heure d'aujourd'hui, avec 20 répondants, 2 cas d'exemple, et c'est insuffisant pour pouvoir espérer faire des calculs mathématiques et dire que c'est fiable. Mais après, c'est vrai que il y a moyen de le faire. Mais il y a aussi qualitativement les approches telles que les règles ergonomiques proposées aujourd'hui. Bon, nous avons utilisé les règles ergonomiques dans le cadre de l'ISO que nous avons mentionné, mais il y a d'autres règles ergonomiques telles que le Bastien, mais ici c'est généralisé, mais on peut le prendre en dehors du cadre de l'ISO XML et continuer à les faire. Mais bon, déjà dans le cadre de l'ISO, on a un bon reflet de ce que ça représente. Déjà améliorer les failles que nous avons trouvées. Peut-être déjà mieux commencer par là. Améliorer les failles et avant d'envisager de changer de méthode. Bon, merci. Merci. Le professeur François Baudin de l'Université de Namur. Très heureux de voir le résultat auquel qui aboutit. Je n'ai pas
ceci, la première chose, c'est que par rapport à une thèse de doctorat, je pense que tous les critères d'une thèse de qualité sont repris ici. Vous avez abordé un sujet complexe, pour lequel il y a un état de l'art qui est remarquable. Ensuite, il y a un apport. Le modèle conceptuel, tel qu'on vient de l'évoquer, est quelque chose d'extrêmement riche. L'éditeur de dialogue est une réalisation très précise, très concrète, qui va revenir. Il y a ensuite une démarche d'évaluation et des perspectives qui nous vers de futurs développements. Donc, par conséquent, je trouve qu'on trouve bien ici les qualités requises pour un bon travail de l'auteur. Ceci étant dit, j'ai quelques petites questions. Je vais revenir sur la question qui a été posée par les deux voisins. Ce qui me préoccupe, c'est moins le fait que ce modèle conceptuel puisse couvrir, il est tellement générique. Alors, si j'étais un peu maniaque, je dirais que ce n'est pas un modèle conceptuel, mais un métamodèle conceptuel. Alors, on peut toujours, comme il est à niveau méta, rajouter des éléments. La préoccupation que j'ai par rapport, si on sort du domaine de l'informatique de gestion, pour lesquels je pense quasiment tout a été dit actuellement, si on va vers d'autres domaines d'application en prenant en compte, je dirais, des types d'interaction, des objets tangibles avec, je dirais, les objets tactiles, objets sensoriels, etc., je me pose la question, si quand on regarde la complexité des applications et la rapidité avec laquelle les choses évoluent, que ce soit dans le domaine de la communication et du marketing, que ce soit dans le domaine des développements, dans le domaine de la création artistique, dans le domaine médical, dans le domaine de la logistique, etc., je me dis, est-ce que le fait de pouvoir compléter, de s'adapter à un monde où l'interaction est changeante, à une rapidité, dans certains cas, qui est fulgurante, qui change quasiment au bout de 2-3 ans, les choses évoluent, est-ce qu'il n'y a pas une faiblesse en termes de productivité? On peut toujours le faire, mais si pour le faire, ceci nous ramène à un investissement considérable, s'il faut un marteau pilon, comme on dit dans le langage populaire, pour écraser une mouche, est-ce qu'il n'y a pas un problème qui est là? Est-ce que finalement, on ne pourrait pas imaginer, à l'intérieur de toute cette démarche superbe, je dirais, que dans la base de connaissances qui est suggérée, les raccourcis possibles, de manière à ce qu'elles soient utilisées d'une manière, que l'ensemble soit utilisé d'une manière efficiente. Merci beaucoup pour la remarque. Je crois que c'est très conceptuel et c'est le propre de ce qui vous caractérise, parce que c'est de là où vient beaucoup de sources. C'est vrai, la remarque est très pertinente. En regardant par rapport à... Il ne s'agit pas ici de faire de l'ingénierie knowledge database, mais c'est vrai que c'est une piste sérieuse qu'on peut utiliser cas échéant. C'est-à-dire au lieu de... Dans le schéma qui est là, c'est pas transparent. On voit bien le 2 on voit bien le 2 parties, effectivement. C'est une possibilité, c'est un sujet de réflexion de se dire, au lieu de travailler par rapport, quand je répondais au professeur Marco, je parlais de la partie, professeur Christophe, la partie supérieure. C'est plus au niveau de mapping, mais c'est vrai que c'est un sujet de réflexion, on peut se dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à l'évolution dans la partie database. C'est vrai que c'est un sujet de réflexion intéressant, que je ne me suis pas posé. Mais c'est une piste. Je vais poser une question à la page 50. La fin de l'état de l'art. La fin de l'état de l'art, il y a un remarquable tableau aux pages 51, 52, 53. Il y a un remarquable tableau qui fait une synthèse de l'état de l'art concernant différentes méthodes qui sont proposées.
Alors, je prends la dernière ligne. Dans la dernière ligne, on fait référence à USXML, là, et on donne de différentes qualités. Or, c'était clairement indiqué que ton intention, ce serait de dire, c'est de pouvoir insérer en particulier l'éditeur de dialogue, conceptuel, de l'intérieur du USXML. Et par rapport aux évaluations qui sont proposées dans la dernière ligne, qu'est-ce que ça changerait? Puisque nous voyons que l'évaluation est mauvaise pour le déterminisme, elle est mauvaise pour la complétude, elle est mauvaise pour la réversibilité. Supposons que l'on puisse intégrer l'environnement proposé, l'éditeur de dialogue avec ce modèle conceptuel, est-ce que ça permettrait d'améliorer l'évaluation en termes de dialogue de USXML? Effectivement, il y a l'objectif dès le départ, c'était de travailler dans l'environnement USXML. Mais le promoteur a bien fait les choses en me mettant un peu à l'écart pour ne pas que je sois influencé par les systèmes tels qu'il est là aujourd'hui. Il y a des modèles qui sont existés, qui ont évolué et qui évoluent. C'est vrai que la vision que j'ai... Une des propositions, c'est d'intégrer ceci, c'est d'écrire. Tout à fait. En fait, dans notre vision des choses, c'est de se dire, voilà, c'est vraiment une intégration gagnant-gagnant. C'est-à-dire que je prendrai ce qui est positif. Certainement, il y a des choses, de nouvelles choses, de modèles qui sont encore faits, il y a des publications qui viennent de sortir après la présentation. Donc, voir ce qui est fait positivement et par rapport à la modélisation que nous avons faite, faire en sorte que les différents points faibles qui sont dans les tableaux puissent disparaître, c'est-à-dire intégrer le modèle de dialogue tel qu'il est là, exploiter dans le cadre, dans l'environnement USXML pour avoir un modèle qui puisse être le meilleur en termes d'expressivité, en termes de déterminisme, en termes de... Parce qu'en réalité, quand on regarde un point, donc un fichier XML, en règle générale, on peut le traduire en un graphe, un tableau. Or, si on a un graphe, on a facilement comment on peut naviguer pour savoir est-ce que partant de ce point, je peux arriver à tel autre point. Donc, on peut imaginer, mais bon, il est vrai que le point de faible, il y a certains points de faiblesse dans la méthodologie que nous proposons, comme dans USXML. L'idée, c'est de voir vraiment me concentrer là-dessus parce que ça n'a pas été fait de manière très précise. Et de manière très précise, maintenant, ce sera un exercice de se dire maintenant, on va faire cette intégration et voir comment faire disparaître la KIM. C'est un travail à faire. Alors, j'ai une petite question qui demande compréhension. En ce qui concerne l'évaluation qui a été faite, l'expérimentation qui a été faite et qui a été écrite pour le chapitre 5, qu'est-ce qui a été proposé? Ils n'ont pas dû développer eux-mêmes un modèle. Ils n'ont pas dû développer une application. Donc ils ont pris connaissance des applications existantes et c'est sur cette base et quelles connaissances ont des applications existantes pour répondre aux questions? Ça dépendait. C'est vrai que c'est une très bonne question et c'était une expérience inédite parce qu'il fallait aller à la rencontre des utilisateurs. Ça dépendait des profils. Par exemple, pour le collègue du travail, ou les informaticiens que j'ai rencontrés en dehors qui sont professionnels, là c'était plus facile. Il y avait dans la population, il y avait deux types de répondants, des programmeurs purs et durs, qui ne font jamais la théorie. Un exemple concret, un graduat qui a une expérience extraordinaire de plus ou moins 30 ans de programmation. Donc, j'ai essayé, vraiment, j'ai pris le temps de lui expliquer ce que c'est une interface abstraite, une interface. Il a eu aussi le temps de m'écouter, mais malgré mes efforts, ça n'a pas marché. Donc, la partie qui l'intéressait, comme je disais, c'est la génération du code. Et dans le répondant, est-ce que les deux applications qui sont développées dans la thèse, dans le chapitre 4, est-ce que les deux applications leur ont été proposées? En fait, on a fait trois choses. Est-ce que toute la documentation relative à toute la démarche pour ces deux applications leur ont été proposées à tous?
pas à tous. Non, en tout cas, il y avait 3 démarches. En fait, la première, c'était les questionnaires avec une vidéo, donc où je montrais un exemple, la vidéo, les étapes, et puis je montrais, et avec l'outil pour qu'ils réalisent. La deuxième, d'autres s'étaient assistés. J'étais là à côté, je dis voilà, j'ai besoin de faire cet exemple de connexion, voilà comment ça fonctionne. Est-ce que vous pouvez, donc j'ai laissé l'outil et manipuler. Et troisième cas, parce qu'il y avait problème géographique et problème d'horaire, donc là c'était simplement la littérature. Donc je fais un petit résumé qui accompagnait l'outil. C'était ça. Professeur Manuel Coll, Luciel. Oui. Pour le texte, comme dit le travail, je m'associe tout à fait à ce qui vient d'être dit. On a reçu ici les différentes remarques qui demandent des modifications été pris en compte et on a maintenant vraiment un document qui est tout à fait cohérent et on voit bien le fil rouge, que ce soit à travers le modèle, à travers les méthodes, à travers les propositions d'application et la comparaison au niveau des niveaux. Donc j'ai quand même une question, notamment parce qu'il s'agit ici de modèle driven engineering. D'abord, juste une question en termes de vocabulaire. Quelle différence faites-vous entre modèle driven engineering et modèle driven architecture? Effectivement, c'est le modèle driven engineering est plus général. Le modèle driven architecture, c'est un cas particulier de modèle qui est plus orienté IML. Donc, mais la philosophie est la même. Donc ici, il y a une liberté au niveau des niveaux d'abstraction, généré, alors qu'au niveau MDA, il y a les 3 phases qui sont bien définies et ça dépend plus de l'OMG, donc de l'IML. Dans votre processus, votre méthodologie, vous prenez en compte des perspectives de qualité, mais par contre, il n'y a pas beaucoup de prise en compte de mesures, par exemple, telles que en termes de gérer correctement le risque, des perspectives de gestion des changements de configuration, ce genre de choses-là. Est-ce que c'est voulu ou est-ce que ce serait par exemple une perspective d'extension supplémentaire dans les travaux futurs, ou est-ce que ce n'est pas relevant dans des aspects liés à les interfaces homme-machine? Merci beaucoup pour la question. Ce point a été abordé, mais nous l'avons affolé dans le chapitre sur l'évaluation. C'est simplement parce que par manque de mesures, on n'a pas voulu aller sous cet angle-là. Nous ne voulions pas, ce n'était pas notre objectif de développer des mesures. Mais nous avons regardé dans la littérature les travaux qui traitaient ce type de mesures. Nous avons trouvé, mais c'était plus syntaxique et sémantique. Par exemple, nous calculons, il y a des mesures qui donnent, par exemple, la taille de libellé de fenêtres. Si ça dépasse 3, c'est qu'il y a un problème. Ils définissent par rapport à l'expérience les nombres, par exemple, la navigation. Si on va au-delà de tel nombre de pas, c'est qu'il y a un problème ergonomique. Nous avons essayé d'appliquer dans un chapitre 5, mais avec le promoteur, nous nous sommes rendus compte que ça n'apportait pas vraiment grand-chose par rapport à notre besoin. Donc, nous ne sommes pas allés plus loin que ça. Voilà, c'est sur la page 119. Donc, au lieu de tricher, on pouvait prendre ces mesures et transformer l'outil. Nous avons dit que nous voulons être réfléchis. Nous laissons l'outil tel que nous l'avons implémenté et nous prenons ces mesures-là pour voir les remarques si nous sommes, par exemple, ici les titres
il prenait que ça ne devait pas dépasser 2. Nous avons dit qu'il y a un problème, mais ça dépend aussi du contexte, du type d'interface qu'on utilise pour pouvoir dire. Il y avait d'autres paramètres. Donc, des mesures existent, mais nous ne sommes pas allés au-delà parce que ça ne nous apportait pas grand-chose. Mais ça peut être une piste de recherche pour le cas. Merci. Promoteur, des questions? Je me limiterai à une question. Notre première mission, c'est d'enseigner. Alors, la thèse que tu as produite, pour laquelle je te félicite d'ores et déjà, déplace l'activité de développement d'une application d'une activité de programmation vers une activité de modélisation, voire de métamodélisation. Le monde n'est pas prêt à faire ce changement de paradigme. Nous qui sommes enseignants, qu'est-ce que tu nous conseillerais comme activité pour favoriser ce transfert de façon à ce que n'importe qui, quel que soit le diplôme, que ce soit gradué ou bachelier ou maître, vers quelle activité favoriserait l'acquisition de la capacité de modélisation chez quelqu'un? Et donc, pouvoir mettre en évidence les aspects qui sont communs d'une plateforme à l'autre, d'un projet à l'autre, d'une public à l'autre, etc. C'est vrai que la question est très importante et à la fois très difficile parce que la qualité d'un bon informaticien, c'est pouvoir être capable de modéliser, abstraire. Parce que contrairement à d'autres sciences telles que la physique, la chimie, où ils utilisent l'existant, combiner l'existant pour pouvoir produire autre chose, nous informaticiens, nous sommes appelés à observer la nature, à le comprendre et à utiliser un autre langage pour confier à l'ordinateur qui les traite la modélisation. C'est vrai qu'ici, comme M. Baudard le disait, l'effort à fournir dans un premier temps, à part l'apprentissage, c'est vraiment garnir au maximum possible la partie knowledge database pour que tout se fait par learning by doing. C'est-à-dire au lieu d'apprendre le concept, mais c'est montrer l'utilisation de ce concept au fur et à mesure que la personne s'adapte à l'utilisation de ce concept, qu'il puisse faire partir de ses connaissances et peut-être après maintenant expliquer le concept théorique. C'est vraiment learning by doing qui est la philosophie par exemple, particulièrement pour le jeune aujourd'hui, ils sont très liés à tout ce qui est jeux vidéo, internet, tout ce qui est nouvelles technologies. C'est utiliser une connaissance, par exemple ici l'outil qui est développé, pouvoir le diffuser le plus large possible, ainsi que avec une bonne base de données et de connaissances, pour que en utilisant au fur et à mesure pouvoir rappeler, définir les différents concepts et après montrer d'un cran chaque fois au niveau théorique. C'est comme ça que je verrai les choses. Merci. Y a-t-il des questions dans la salle? On décide que le candidat a réussi l'épreuve et confère à M. Ephrem Mbaki Ouzaïsou le grade académique de docteur en sciences de l'ingénierie. Revient toujours déranger le promoteur, parce qu'il faut le déranger, et surtout continuer et arriver au bout
même après autant de temps. Alors je pense que grâce à Ephrem, j'ai aussi maintenant le record de la plus longue thèse. Mais ça veut dire de nouveau qu'il a continué pendant toutes ces années, malgré le fait que, outre une famille avec 3 enfants, outre un poste à temps plein chez Orphival, faire une thèse et la continuer et la terminer, c'est tout à fait exemplaire. Alors, avec vous, je voudrais le féliciter, encore une fois. Et dernier mot, je voudrais aussi, tout particulièrement, puisque nous avons un membre du jury exceptionnel, je voudrais aussi, avec vous et avec Ephrem particulièrement, rendre hommage au professeur François Baudard, ici présent, puisque sans lui, ni Ephrem ni moi ne serions ici. Une toute petite anecdote pour vous faire un peu rire. Quand j'étais en dernière année en maîtrise en informatique chez M. Baudard, il y avait un cours qui s'appelait Conception des systèmes d'information matière approfondie. Nous étions que 2 étudiants. Les autres étudiants disaient, mais vous êtes fous de prendre ce cours, vous allez vous faire descendre. À l'examen, nous étions que 2, nous étions 2 grandes listes en plus, donc c'est quand même pas si facile. Après une série de questions, M. Baudard nous demande, oui là vous pouvez changer facilement de métamodèle à un autre métamodèle, mais si maintenant vous changez de méta-métamodèle, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, mon ami Philippe Jourdain et moi-même, on se regarde, on n'arrive pas à trouver une réponse. Et devant notre grande confusion et le fait que nous regardions beaucoup nos souliers, l'assistante qui était de ce cours-là, Madame Anne-Marie Breny, dit très sincèrement et tout haut, mais tu sais François, cette question, ça fait 10 ans qu'on se la pose, on l'a toujours pas résolue. Hein. Alors, voilà, donc, merci François. Je suis très ému, effectivement, comme le promoteur vient de le dire, j'ai une chance extraordinaire. Nous croyons, on dira que j'ai beaucoup de bénédictions. C'est que ici, ce que le promoteur dit, c'est vrai, parce que il fallait adapter l'horaire. Je travaille, il n'y avait pas moyen de faire des réunions à des heures normales, entre 8h, 10h ou 13h, 16h. Donc il me recevait aux heures de pause, donc il sautait des fois ses repas. Ça, je n'ai pas oublié. Et le soir, il dit que j'ai une famille, mon promoteur aussi a une famille. Donc comme il ne fallait pas prendre de congé à tout moment, il me recevait après le travail. Donc je le voyais fatigué avec la fatigue de la journée, le poids de la journée, des yeux rougis, mais il était là pour m'écouter. Donc grâce à ça, ça me motivait encore davantage. Et mieux que ça, c'est que parfois quand il faut soumettre des papiers à publication, il fallait travailler d'arrache-pied. Je rentre chez moi à la maison, je mets les enfants au lit. Après 21h, vous somnolez un peu, puis se mettre au travail. Peut-être que vous prenez la bonne vitesse à 23h à minuit. Donc vous travaillez, vous dites, bon, maintenant le professeur dort, je vais soumettre le papier, quitte à ce que le corrige demain. Mais non, à 2h, 3h du matin, vous attendez, il répond. Dites, mais il dort pas. Mais donc du coup, vous aussi, vous essayez de travailler particulièrement le week-end, le vendredi et le samedi. Donc j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Ni était cela, je ne serais pas arrivé. Et aussi, comme le promoteur a dit, M. Baudard, c'est plus qu'un professeur, parce que, comme il a dit, il est tutoyé dans sa vie de tous les jours, il prend les étudiants, en tout cas, ce qu'il choisit, c'est que le courant passe comme des enfants. J'ai été vraiment béni d'être accepté. Une anecdote, c'est que j'avais la clé de sa maison. Donc je pouvais aller, voyez là, au niveau de confiance qu'il m'a donné, j'étais tout seul quand j'ai terminé mes études. J'étais assistant dans son équipe. J'avais les clés de la maison, simplement pour que je ne m'ennuie pas.
Donc vous êtes seul, vous n'avez pas de famille, ou votre famille, si vous avez, venez à la maison. Et sa femme, tous ses enfants m'ont accepté comme un enfant. C'est vraiment une chance extraordinaire que j'ai eue. Et mon comité d'accompagnement, que ce soit le prof Christophe et le prof Marco, ils m'ont suivi. Il y a des caractéristiques, vous avez peut-être ressenti dans les questions. Il y a Marco qui ne parle pas beaucoup, mais il a des questions. Quand il bombarde, il faut prendre le temps, ne soyez pas pressé de répondre. Et il y a Christophe qui va dans le détail. Des virgules qui manquent quand il faut corriger les textes, il va dans le détail. Mais ce qui aussi j'ai beaucoup aimé, c'est que quand il corrige un papier, il ne met pas seulement de fautes, mais il dit, là c'est très bien. C'est encourageant de dire, voilà, le dessin là c'est vraiment bien. Et on voit, c'est encourageant de se dire, il y a 100 pages, il y a 200 pages, mais quelqu'un a pris le temps de les lire, vous êtes plus rassurés. Et je n'oublierai pas le Manu qui est dans l'équipe. Je suis de l'extérieur, mais à chaque fois quand j'avais l'occasion de le rencontrer, il me donnait, en tout cas j'avais l'impression, ou j'avais le sentiment que j'étais bien accueilli, parce que comme on est de l'extérieur, vous arrivez quelque part des réunions, dit vous êtes qui? Les gens avaient le temps de présenter ses frères, mais tout le monde me connaissait avant même de me voir. Donc j'ai été accepté, et le président qui a tout fait aussi pour que séjourner se passe bien. Donc la famille, ma mère, mes deux mamans, j'ai la chance ici, ma maman est là, et chez nous, que ce soit tante ou maman, on l'appelle maman. Donc j'ai mes deux mamans, ma maman est là et ma tante Françoise qui est là, et aussi ma maman de l'église, que j'appelle aussi maman, et toutes mes sœurs qui sont là, je vous dis sincèrement merci. Ce n'a pas été évident, mais grâce à vous, on y arrive. Et quand je vois aussi, par exemple, les amis qui viennent de loin, ils travaillent, ils ont pris congé, le couple qui est là, c'est se dire combien c'était important pour eux, pour moi aussi. Donc à tout le monde, je dis vraiment merci et que la route va continuer. Il y a aussi mon patron qui est là, mon patron qui est là et mes collègues. Donc, chacun a fait de son mieux pour que je puisse y aboutir, parce que la discussion que j'ai eue, ils pouvaient dire voilà, tu fais la thèse, on change ton contrat, mais ils m'ont dit voilà, si tu penses pouvoir, c'est difficile, tu l'essaies, mais si tu penses pouvoir y arriver, nous t'encourageons et nous te soutenons. Et à Philippe, et à vous deux et à tous les collègues, je dis merci pour l'encouragement. On arrive à terme. Merci beaucoup à chacun.